Gayle King peut vous dire à quelle minute précise son mariage a pris fin, pas le jour, pas l'année, mais le moment précis où tout ce en quoi elle croyait a tranquillement volé en éclats. Elle a franchi sa porte d'entrée à 9h16 exactement, ne s'attendant à rien d'autre qu'au rythme ordinaire d'une vie familière. Et au lieu de cela, elle a trouvé une vérité qui allait résonner dans tous les chapitres qui allaient suivre. Son mari l'a supplié, la voix remplie d'urgence et de regrets, demandant pardon, comme si les mots seuls pouvaient défaire ce qui avait déjà été fait. Elle a cessé de rester, elle l'a vraiment fait, s'accrochant à l'idée que le temps et les efforts pourraient guérir ce qui avait été brisé. Mais certaines blessures ne s'effacent pas avec le temps. Certaines blessures s'installent profondément sous la surface, façonnant la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous avez confiance et la façon dont vous allez de l'avant. Maintenant, après 13 ans à CBS, Gayle se retire fermant un chapitre qui a défini une partie importante de sa vie. Et dans un moment qui semble presque trop tard, William Bumpus a rompu son silence avec un aveu qui explique enfin pourquoi la confiance, une fois fracturée cette nuit-là, ne pourrait jamais revenir complètement. Le lien entre cette soirée dans 1990 et son adieu silencieux dans 2026 a un poids beaucoup plus lourd que quiconque ne l'a jamais imaginé. Son histoire cependant commence bien avant ce moment dans une vie qui de l'extérieur paraissait soignée et sûre, mais qui comportait des complexités qui n'étaient jamais visibles au premier coup d'œil. Née le 28,1954, décembre à Chevy Chase, dans le Maryland. Gayle a grandi dans une banlieue aisée, où la différence n'était pas seulement perceptible, mais inévitable. Aînée de 4 filles, elle a été élevée par Peggy Tucker, une femme au foyer dévouée, et Emmett Scott King, un ingénieur électricien travaillant pour le gouvernement américain. Sur le papier, cela ressemblait à la stabilité à une vie structurée de classe moyenne, fondée sur la discipline et les opportunités. Mais la stabilité a une façon de changer sans prévenir, et pour Gayle, ce changement s'est produit très tôt. À l'âge de 6 ans seulement, son monde entier a été bouleversé lorsque sa famille a déménagé à Ankara, en Turquie, pendant la guerre froide, à la suite de l'affectation de son père au gouvernement. Un jour, elle était une enfant du Maryland, ancrée dans la familiarité, et le lendemain, elle se trouvait dans une ville animée par des sons inconnus, des rues bondées, des marchés en plein air, et l'écho obsédant de l'appel à la prière qui dérive tout au long de la journée. Pour une jeune fille, il ne s'agissait pas seulement d'un déménagement, mais d'une transformation complète de la réalité. De la première à la 6e année, Gayle a vécu entre deux cultures, naviguant dans une vie qui lui rappelait constamment qu'elle faisait à la fois partie du monde et qu'elle en était en quelque sorte séparée. Elle a fréquenté une école américaine à Ankara, mais même là, elle se retrouvait souvent seule, étant la seule fille noire dans la salle. Ce type d'isolement ne passe pas simplement, il laisse une empreinte façonnant la façon dont un enfant comprend l'identité, l'appartenance et la différence. En dehors de la salle de classe, la ville palpitait d'énergie, de couleurs et de mouvements, mais elle pouvait aussi sembler lointaine et écrasante. Elle a traversé des bazars animés, entendu des langues qu'elle ne comprenait pas encore, et appris rapidement à quel point la différence pouvait être visible dans un monde qui remarque tout ce qui n'est pas familier. À la maison, il n'y avait pas de distraction facile, pas de télévision permanente ou de routine prévisible pour l'ancrer. Au lieu de cela, il y avait des livres de l'imagination et de longues périodes de calme qui permettaient à son monde intérieur de se renforcer alors que le monde extérieur restait incertain. Cette vie a aiguisé sa conscience. Elle lui a appris à observer, à écouter et à s'adapter même lorsqu'elle ne se sentait pas à sa place. Ces années n'ont pas été confinées à un seul endroit non plus. Sa famille a voyagé, ajoutant des couches d'expérience que la plupart des enfants ne rencontrent jamais si tôt dans la vie. Elle a vu Paris et Athènes, s'est déplacée dans des endroits remplis de beauté, de tension et d'histoire, qu'elle était trop jeune pour comprendre pleinement, mais assez âgée pour ressentir. À l'époque où de nombreux enfants commençaient à peine à se faire une idée de leur ville natale, Gayle avait déjà franchi des frontières et accumulé des souvenirs qui allaient bien au-delà d'une simple identité. Mais en 1966, tout a basculé à nouveau lorsque sa famille est retournée aux États-Unis. Ce qui aurait dû être ressenti comme un retour à la maison s'est au contraire avéré étrangement peu familier. Maryland était le même, mais elle ne l'était pas. Elle avait de nouvelles habitudes, de nouvelles perspectives, et une compréhension plus large du monde qui la distinguait d'une manière que les autres ont immédiatement remarquée. Sa voix était différente. Ses expériences semblaient lointaines et inhabituelles. Les choses qui lui avaient semblé normales auparavant la rendaient à nouveau différente.
Elle s'est donc adaptée comme elle avait appris à le faire. Elle a adouci certaines parties d'elle-même, mis de côté celles qui lui semblaient trop étrangères, et a essayé de se fondre dans un monde qui attendait de l'uniformité. Mais ce sentiment tranquille d'être légèrement en dehors du cercle ne l'a jamais vraiment quittée. Elle avait manqué des moments clés de la vie culturelle noire américaine lorsqu'elle vivait à l'étranger, et lorsqu'elle est revenue, ce manque était réel et indéniable. Elle comprenait qui elle était, mais elle comprenait aussi qu'elle ne correspondait pas exactement aux attentes des autres. Cette tension ne l'a pas affaiblie, elle l'a affinée. Elle l'a rendue plus perspicace, plus consciente sur le plan émotionnel, et en fin de compte, elle lui a donné la capacité de se connecter avec les gens tout en comprenant ce que l'on ressent lorsqu'on est à part d'eux. En grandissant, cette résilience l'a suivie dans ses études. En 1972, elle s'est inscrite à l'Université du Maryland, choisissant d'étudier la psychologie, une voie qui lui semblait fondée pratique et éloignée des projecteurs qu'elle occuperait un jour. À l'époque, elle ne visait pas une carrière à la télévision. Elle se construisait simplement un avenir qui avait du sens d'une manière conventionnelle. Mais la vie ouvre souvent des portes, là où personne ne regarde. Et pour Gail, ce moment est arrivé discrètement. En 1975, lorsqu'elle a accepté un emploi à temps partiel à WTOP-TV à Washington, D.C. Le travail en lui-même n'était pas prestigieux. Elle s'occupait des scripts, faisait des courses et accomplissait les petites tâches, souvent inaperçues, qui permettent à une salle de rédaction de fonctionner. Pourtant, ce n'était pas le rôle qui importait, mais l'environnement. Il y avait quelque chose d'électrique dans le rythme, l'urgence et l'imprévisibilité de la télévision en direct. Elle a vu comment les histoires se déroulaient en temps réel, comment la pression et la précision se conjuguaient, et comment même de petits moments pouvaient avoir un poids énorme. Les lumières du studio, les comptes à rebours, l'excitation soudaine lorsque quelque chose se passe mal, quelques secondes avant la diffusion, tout cela l'attirait. C'était une sorte d'énergie qu'elle n'avait jamais connue auparavant, et une fois qu'elle l'avait ressentie, il était impossible de l'ignorer. Rester assise avec des manuels scolaires ne lui donnait plus le même sentiment d'utilité. Quelque chose en elle a bougé d'abord discrètement puis de manière indubitable. Après avoir obtenu son diplôme de psychologie en 1976, elle a pris une décision qui allait à l'encontre des attentes. Au lieu de poursuivre dans la voie traditionnelle de l'enseignement ou du conseil, elle s'est lancée dans le monde imprévisible de la télévision, en acceptant un poste d'assistante de production à WGZT-V à Baltimore. C'était un poste dans les coulisses, loin de toute reconnaissance, où elle rédigeait des textes, répondait au téléphone et assumait les innombrables petites responsabilités qui sont rarement reconnues. Mais c'est souvent dans ces espaces invisibles que se bâtissent les fondations d'une vie. À vous juger, Ziz, elle apprenait, absorbait et trouvait lentement sa place dans un domaine qu'elle n'avait jamais envisagé d'intégrer, mais qu'elle commençait à aimer profondément. Et c'est là, dans ce début tranquille, qu'un autre lien se formait, un lien qui allait façonner sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Oprah Winfrey travaillait dans la même station. Elle n'était pas encore l'icône mondiale qu'elle allait devenir, mais elle traçait déjà sa propre voie dans une salle de rédaction, qui offrait peu d'opportunités à des femmes comme elle. Au début, Gail et Oprah existaient dans des mondes parallèles conscientes l'une de l'autre mais pas encore connectées. L'une travaillait derrière la caméra, l'autre devant. Elles partageaient les mêmes couloirs, le même espace, mais leurs chemins ne s'étaient pas encore complètement croisés. Puis vint une nuit d'hiver 1976, lorsqu'une tempête de neige balaya Baltimore et changea tout. Les conditions météorologiques empêchèrent Gail de rentrer chez elle en toute sécurité, la laissant bloquée dans un moment qui aurait pu passer comme n'importe quel autre désagrément. Mais au lieu de cela, Oprah lui offrit un endroit où restait un simple geste de gentillesse qui allait se transformer en quelque chose de bien plus significatif. C'est à ce moment-là, au milieu d'une tempête qui força la vie à s'arrêter, qu'une amitié de toute une vie commença à prendre forme, une amitié qui porterait les deux femmes à travers les triomphes et les déchirements qui les attendaient. Il aurait pu s'agir d'un petit acte de gentillesse qui se serait arrêté là. Au lieu de cela, il est devenu le début de l'une des amitiés les plus célèbres des médias modernes. Gail s'attendait à une simple soirée pyjama pour traverser la tempête. Ce qu'elle a obtenu, c'est une longue conversation qui a duré toute la nuit. Elles ont parlé et parlé, abordant les peurs, les rêves, les histoires de famille, les souvenirs gênants et le sentiment d'être de jeunes femmes noires, essayant de trouver leur voie dans des espaces où elles se sentaient souvent seules. Le lendemain matin,
quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus seulement des personnes travaillant dans la même station. Ils s'étaient vus clairement, et une fois que cela s'est produit, le lien est resté. Cette amitié est devenue l'une des grandes constantes de la vie de Gail, mais sa propre carrière devait encore être construite étape par étape. Elle s'est restée à la télévision parce qu'elle était tombée amoureuse du travail lui-même, et pas seulement de l'idée qu'elle s'en faisait. Sa formation en psychologie l'a aidée plus qu'on ne pourrait le croire. Elle lui a appris à écouter. Elle lui a appris à remarquer ce que les gens ressentent. Elle lui a appris à poser des questions qui amènent les autres à s'ouvrir plutôt qu'à se fermer. Ses compétences allaient faire partie de son style, bien avant que la plupart des téléspectateurs ne puissent le nommer. De Baltimore, elle continue à avancer. Elle travaille à Kansas City, puis en 1981, elle arrive à WFSB-TV à Hartford, dans le Connecticut. Ce déménagement va marquer un grand chapitre de sa vie. Hartford n'était pas le centre d'intérêt de la nation. Ce n'était pas le centre de la célébrité. Pourtant, c'est là que Gail s'est véritablement épanouie en tant que journaliste et en tant que femme. À la WFSB, elle a travaillé dur couvert des sujets locaux, gagné la confiance des téléspectateurs et est devenue un visage familier dans les foyers du Connecticut. Soir après soir, elle s'est présentée. Elle a rendu compte des élections, des tragédies, des histoires de la communauté et du rythme ordinaire des informations locales. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention, mais à asseoir sa crédibilité. Ce grincement discret était important. Au fil du temps, les téléspectateurs ont fini par lui faire confiance, parce qu'elle ne cherchait pas trop à les impressionner. Elle est apparue comme réelle, stable et chaleureuse. Elle pouvait être sérieuse sans paraître froide. Elle pouvait être drôle sans perdre le contrôle du moment. Cet équilibre est rare et le public le remarque. Au fil des années, elle est devenue profondément liée à Hartford. C'est là qu'elle a grandi professionnellement, mais c'est aussi là qu'une grande partie de sa vie personnelle s'est déroulée. En 1982, elle a épousé William Bumpus, un avocat. Ensemble, ils ont fondé une famille et ont eu 2 enfants, Kirby et William Jr. En apparence, il semblait que Gail avait trouvé la vie que tant de gens espéraient être une carrière respectée, un mariage des enfants et une réputation grandissante dans la communauté. Pourtant, sous cette image, la vie était plus compliquée. Elle conciliait les horaires matinaux, les échéances, la maternité et les exigences constantes de la télévision. En même temps, son mariage portait en lui des souffrances qui allaient plus tard être rendues publiques. La relation a fini par s'effondrer et le divorce dans 1993 a été un chapitre très difficile de sa vie. Cette douleur ne l'a pas détruite même si elle l'a clairement changée. Elle a continué à travailler, elle a continué à se montrer, elle a continué à se porter avec la même grâce que les téléspectateurs avaient appris à connaître. Cette capacité à rester stable tout en vivant un chagrin d'amour est devenue une partie de sa force. Cela lui a également permis d'approfondir son registre émotionnel en tant qu'intervieweuse, car les personnes qui ont été brisées et reconstruites savent souvent comment s'asseoir avec la douleur des autres sans s'en détourner. Alors que Gail devenait une présentatrice locale très appréciée, Oprah montait rapidement sur la scène nationale. Leur vie évoluait dans des directions différentes, mais leur amitié n'en est devenue que plus forte. Avec le temps, la célébrité d'Oprah a attiré l'attention sur Gail, mais elle n'a pas créé le talent de Gail. Elle a simplement rendu plus de gens curieux de la femme en qui Oprah avait le plus confiance. À Hartford, les collègues entendaient les récits de Gail sur les visites et les aventures d'Oprah, et de temps en temps, ce monde plus vaste effleurait la télévision locale. Gail reste néanmoins concentrée sur son propre travail. Alors qu'Oprah est devenue une figure mondiale, Gail continue à travailler sans relâche pour devenir excellente. Finalement, des opportunités nationales commencent à se présenter. Certains sont allés et venus, certains ont fonctionné, d'autres non. En 1997, avec le soutien d'Oprah, Gail a lancé The Gayle King Show, un talk-show syndiqué. Cela ressemblait à une percée majeure, et d'une certaine manière c'était le cas, car cela l'a poussée dans une arène beaucoup plus grande. Pourtant, le succès à la télévision n'est jamais garanti, même avec un soutien puissant. La série n'a pas duré, elle a été annulée après une saison, et ce genre de déception publique peut ébranler n'importe qui. Pour beaucoup de gens, un spectacle raté aurait pu signifier la fin du rêve. Pour Gail, ce fut une nouvelle leçon d'endurance. Elle n'a pas disparu après cet échec. Au lieu de cela, elle a trouvé une autre voie et a élargi son champ d'action d'une manière différente. En 1999, elle a rejoint O, le magazine d'Oprah, en tant que rédactrice en chef. Ce rôle lui a permis de découvrir des millions de lecteurs
qui ne l'avaient peut-être pas connue à la télévision locale. Sur papier comme à l'écran, la voix de Gayle s'est imposée par son honnêteté. Elle a écrit d'une manière qui a donné aux lecteurs l'impression qu'elle s'adressait directement à eux. Elle a partagé des morceaux de sa propre vie, y compris des vérités douloureuses, et cette honnêteté a aidé les gens à se rapprocher d'elle au-delà du rôle de présentatrice ou d'amie célèbre. Puis, un autre chapitre télévisuel s'est ouvert. Dans 2011, Gayle a animé une émission sur le nouveau réseau d'Oprah O'Douluen. Cela lui a donné une nouvelle plateforme nationale et une nouvelle chance de montrer ce qu'elle pouvait faire dans un espace plus grand. Pourtant, même cette opportunité a rapidement débouché sur quelque chose de plus grand. Plus tard dans l'année, elle a accepté de rejoindre CBS This Morning. Et en janvier 2012, elle est entrée dans le rôle qui allait changer la façon dont le pays tout entier la voyait. À l'époque, CBS essayait de reconstruire une émission matinale en difficulté et tout le monde ne croyait pas que la formule fonctionnerait. Gayle est entrée dans cet espace aux côtés de Charlie Rose et plus tard de Norah O'Donnell et dès le début, quelque chose a fait tilt. Elle apportait du sérieux sans raideur de l'aisance, sans perdre en profondeur. Elle pouvait s'asseoir avec des célébrités, des politiciens, des familles en deuil et des personnes prises dans un scandale et d'une manière ou d'une autre faire en sorte que la conversation soit humaine. La télévision du matin penche souvent trop dans une direction soit trop douce, soit trop dure. Gayle savait comment tenir les deux. Cet équilibre a contribué à transformer l'émission. Au fil des ans, sa présence est devenue l'une des principales raisons pour lesquelles les téléspectateurs sont restés fidèles à CBS. L'émission s'est développée. L'audience s'est améliorée, les critiques l'ont remarqué. Et les téléspectateurs lui ont fait confiance. Elle avait passé des décennies à préparer ce moment, même si de l'extérieur il pouvait sembler soudain. En réalité, il n'y avait rien de soudain. Les projecteurs nationaux n'ont fait qu'arriver en retard sur le travail qu'elle effectuait déjà depuis des années. Cette scène nationale a également entraîné des épreuves plus difficiles. En 2017, Charlie Rose a été licencié après que de multiples allégations de comportements sexuels répréhensibles ont été rendues publiques. Ce fut un moment douloureux et très visible pour l'émission et pour toutes les personnes qui y étaient liées. Gayle a réagi avec honnêteté et fermeté. Elle n'a pas esquivé la réalité de la situation. Elle a parlé clairement, même si elle était émotionnellement secouée, et les gens l'ont remarqué aussi. Cela a montré aux téléspectateurs que sa crédibilité ne disparaissait pas lorsque l'histoire devenait inconfortable. Au contraire, elle s'est renforcée. Au fil des années, Gayle a également fait ses preuves dans des moments importants de l'actualité. Elle a couvert des tragédies qui ont laissé le pays abasourdi. Elle a fait des reportages sur la douleur, la violence et la peur, et sa force dans ces moments-là est venue de sa capacité à garder le côté humain d'une histoire au centre de l'attention. Elle n'a pas aplati la douleur pour en faire les gros titres. Elle a fait de la place pour les gens, ce qui a donné à son reportage un caractère personnel, sans en faire une affaire personnelle, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. En mars 2019, Gayle King s'est assise en face de R. Kelly et a contribué à créer l'un des moments les plus inoubliables jamais vus en direct à la télévision. Le timing a rendu l'interview encore plus pesante. Quelques semaines auparavant, la série documentaire Surviving R. Kelly avait été diffusée et avait remis sur la place publique des années d'allégations d'abus. Puis, le 22,2019 février, Kelly s'est rendue à la police de Chicago et a fait face à 10 chefs d'accusation d'abus sexuels criminels aggravés impliquant 4 femmes, dont 3 étaient de mineurs à l'époque. La pression autour de lui était déjà intense. Et lorsque Gayle a décroché l'interview que personne d'autre ne pouvait obtenir, tout le pays attendait de voir ce qui allait se passer. La conversation a été filmée dans la maison de Kelly à Chicago. Et dès le début, Gayle a compris exactement dans quel genre de pièce elle entrait. D'autres journalistes voulaient l'interview, mais l'équipe de Kelly l'a choisie. Pourtant, elle n'est pas arrivée à l'aveuglette. Avant de s'asseoir avec lui, elle avait déjà parlé avec Asriel Clary et Joycelyn Savage, 2 jeunes femmes liées à lui, et elle s'était préparée à poser des questions pointues et à garder le contrôle de la situation. Elle a également accepté certaines limites. Avant le début de l'entretien, aucune question sur Aaliyah en raison des problèmes juridiques en cours et aucune discussion sur d'éventuelles nouvelles accusations. Alors que Gayle le pressait, Kelly continuait à tout nier. Il a répliqué durement, blâmé les blogs, les mensonges et insisté sur le fait que les gens essayaient de le détruire, mais Gayle n'a pas laissé la chaleur du moment changer son ton. Elle est restée concentrée et a continué à demander ce qui devait être demandé.
Lorsqu'elle l'a regardé et lui a demandé s'il avait déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de moins de 17 ans, il a répliqué par un non rapide et répété. Pourtant, son calme ne s'est pas démenti, et ce calme est devenu le centre de tout l'échange. Elle n'essayait pas d'égaler son énergie, elle l'a laissé le révéler. C'est alors que survient le moment qui va tout changer. Vers la 20e minute de l'interview, Kelly perd soudain le contrôle. Il se lève de sa chaise, commence à se frapper la poitrine, agite les bras et se met à hurler en pleurant. Il a crié qu'il se battait pour sa vie. Il a crié que les gens étaient en train de le tuer. Il a dit qu'il avait donné 30 ans de sa vie et qu'il ne comprenait pas pourquoi personne ne le croyait. C'était bruyant, désordonné émotionnel et impossible à ignorer. Pendant quelques minutes, l'interview a cessé de ressembler à une séquence télévisée ordinaire et a commencé à ressembler à un effondrement public se produisant en temps réel. Ce qui a rendu la scène encore plus saisissante, c'est la réponse de Gail. Elle n'a pas sursauté, elle n'a pas paniqué, elle n'a pas commencé à crier. Elle est restée sur sa chaise, les jambes croisées, un bloc-notes à la main, et a gardé sa voix basse et stable. Encore et encore, elle a dit doucement « Robert », essayant de le faire redescendre sans perdre le contrôle de la pièce. Alors qu'il se déchaînait à quelques mètres d'elle, elle est restée sur ses positions. C'est ce contraste qui a transformé le clip en quelque chose de plus grand qu'une simple interview de célébrité. Son chaos a fait du bruit, mais son immobilité a porté le pouvoir. Plus tard, Gail a admis qu'elle avait eu un moment d'inquiétude. Elle a dit que ses bras bougeaient tellement qu'elle a pensé qu'il pourrait la frapper par accident. Même à ce moment-là, elle s'est concentrée sur la fin de l'entretien. Elle a compris que si elle se levait ou rompait le moment, l'entretien serait probablement terminé. Elle est donc restée exactement où elle était et a laissé le moment se dérouler. Cette décision a eu de l'importance. Elle a permis à la caméra de continuer à tourner et à montrer aux téléspectateurs ce qu'est le sang-froid sous pression. Dès la diffusion du clip, l'Internet a explosé. Le lendemain, des gens du monde entier partageaient la vidéo « Citen Gail, Citen Kelly » et faisaient de l'expression de Gail l'un des plus grands mèmes des médias sociaux. Son visage est devenu l'image de réaction pour tous des dîners de famille gênants aux crises de colère en public. Dans le même temps, des articles sérieux ont été publiés par les principaux médias, tous soulignant la même chose. Gail avait traversé une tempête sans broncher. C'était l'histoire dont les gens n'arrêtaient pas de parler. L'interview a pris une telle ampleur que CBS l'a rapidement transformée en une émission spéciale aux heures de grande écoute. La chaîne a donné à Gail un rare coup de projecteur le vendredi soir et a construit une émission spéciale complète autour de l'interview ainsi que des interviews de Clary et de Savage. Les téléspectateurs sont venus en masse et ce moment a cessé d'être une simple séquence d'émissions matinales pour devenir un événement médiatique national. Les éloges ont suivi tout aussi rapidement. Oprah Winfrey, qui connaissait Gail depuis des décennies, a applaudi publiquement son calme et sa concentration. Ses enfants ont également appelé stupéfaits par ce qu'ils avaient vu. Tous les proches de Gail ont compris la même chose que le public. Gail a toujours été forte, mais cette interview a fait ressortir cette force sous un jour nouveau. Elle n'est pas seulement devenue virale parce que R. Kelly a crié. Elle a duré parce que Gail a refusé de se perdre au milieu de ses cris. Dans cette seule interview, elle a prouvé qu'un contrôle tranquille peut l'emporter sur une dépression totale, et c'est pourquoi les gens s'en souviennent encore. Des années avant que cette interview ne la fasse paraître inébranlable à la télévision, Gayle King avait déjà vécu le genre de trahison qui peut diviser une vie en deux. En 1982, elle a épousé William Bumpus, alors qu'ils sortaient ensemble depuis l'année précédente. À ce moment-là, tout dans leur vie semblait prometteur. Gail était en train de monter en puissance à WFSB-TV à Hartford dans le Connecticut, et Bumpus montait en grade en tant qu'assistant du procureur général. Ils avaient de l'air d'un couple solide et ambitieux, avec des carrières stables et un avenir qui semblait assuré. Au fil des années, cette image n'a fait que se renforcer. Leur fille Kirby est née, puis leur fils William Jr. Gail s'est investie à la fois dans son travail et dans sa famille. Elle présentait le journal télévisé, faisait de longues journées et se consacrait toujours à l'éducation de ses enfants. De l'extérieur, tout semblait stable, un foyer, une routine, un mariage et 2 carrières qui avançaient côte à côte. Gail croyait pleinement en cette vie. Elle a admis plus tard qu'elle était profondément investie dans son mariage et qu'elle ne voyait pas les fissures qui se formaient en dessous. Même Oprah, qui était proche de Gail depuis des années, a senti que quelque chose n'allait pas dès le début.
Elle dira plus tard que lorsqu'elle les voyait ensemble, elle ne ressentait pas de joie à l'idée de ce mariage, mais qu'elle gardait ce sentiment pour elle. Gail était amoureuse, concentrée sur la construction de sa famille et convaincue qu'elle créait quelque chose de solide. Elle a donc continué à avancer, faisant confiance à la vie qu'elle avait construite. Puis est arrivée la nuit, qui a tout changé. Le 24,1990, à exactement 9,16 heures du soir, Gail est entrée chez elle et a trouvé son mari au lit avec une autre femme. Cela aurait suffi à laisser une blessure durable. Mais ce qui a rendu la situation encore plus difficile, c'est l'identité de cette femme. Ce n'était pas une étrangère. C'était quelqu'un que Gail connaissait, quelqu'un d'assez proche pour être dans son monde. En un instant, Gail a perdu confiance en son mari et en une amie qu'elle croyait connaître. Lorsqu'elle a confronté cette femme, la réponse qu'elle a reçue a été plus froide qu'elle n'aurait pu s'y attendre. Au lieu d'avoir honte ou de s'excuser, la femme a simplement dit « Je ne t'ai jamais aimé ». Cette phrase a marqué Gail parce qu'elle a transformé la trahison en quelque chose d'encore plus profond. Ce n'était pas seulement une tromperie, c'était aussi une aversion cachée, une fausse proximité et une humiliation tout à la fois. Le mariage a été endommagé tout comme sa confiance dans les gens qui l'entourent. William Bumpus a demandé pardon, et pendant un certain temps, Gail a essayé de surmonter la douleur. Il y a eu des séances de conseil. Il y a eu des tentatives pour réparer ce qui avait été brisé. Et pendant un certain temps, elle est restée dans le mariage plus longtemps que beaucoup de gens ne le pensaient. Elle essayait de protéger sa famille, de protéger ses enfants et de recoller les morceaux de quelque chose qui avait déjà volé en éclats. Mais la confiance n'était plus là. Une fois que cette fondation se fissure, tout le reste commence à céder. Le divorce a pris du temps et n'a été prononcé que 1993, Pendant tout ce temps, Gail est restée concentrée sur ses enfants. Elle a veillé à ce qu'ils soient protégés des aspects les plus horribles de ce qui s'est passé. Elle ne les a pas montés contre leur père. Elle n'a pas utilisé la douleur pour empoisonner leur relation avec lui. Au contraire, elle a continué à les faire passer en premier même en portant sa propre blessure. Cette blessure a duré d'une manière que les gens ne pouvaient pas toujours voir. Gail a admis plus tard que cette trahison avait changé sa façon de voir l'amitié, en particulier avec les femmes. Il lui était plus difficile de faire confiance et de s'ouvrir. La liaison a été douloureuse, mais ce qui est resté le plus vif, c'est le fait que l'autre femme s'était tenue à l'intérieur de son cercle et avait prétendu que tout était normal. Ce genre de blessure ne disparaît pas rapidement. Des années plus tard, Gail parlera de ce moment avec un humour pince sans rire, qui ne fait que rendre la douleur sous-jacente plus évidente. Dans une phrase célèbre, elle a dit en plaisantant qu'elle n'était pas une grande fan de la femme qu'elle avait surprise nue avec son désormais ex-mari le 24 juin 1990 à 9,16 heures, mais qu'elle ne se souvenait pas des détails. La plaisanterie a fonctionné parce que l'heure exacte disait la vérité. Elle s'en souvenait. Bien sûr qu'elle s'en souvient. Certains moments ne partent jamais. Puis, plusieurs années après la fin du mariage, Bumpus a présenté des excuses publiques. Il a déclaré qu'il avait été hanté par ce qu'il avait fait et qu'il s'agissait d'un choix qui avait changé sa vie. Il a félicité Gail pour la façon dont elle s'était comportée et pour la manière dont elle avait gardé les enfants et la coparentalité au centre de tout. Les excuses étaient importantes, mais elles n'ont pas réécrit le passé. À ce moment-là, Gail avait déjà fait le plus dur. Elle avait survécu, élevé ses enfants et construit une vie au-delà des dégâts. C'est en partie ce qui rend son histoire si puissante. Elle n'a pas laissé le succès public effacer la douleur privée, et elle n'a pas laissé la douleur privée l'empêcher de devenir ce qu'elle était censée être. Après le divorce, sa carrière a continué à se développer. Elle est devenue plus grande, plus forte et plus respectée. Mais sous cette apparence se cachait une femme qui avait déjà été mise à l'épreuve de l'une des manières les plus douloureuses qui soit. C'est pourquoi le calme qu'elle a connu par la suite semblait si réel. Il ne s'agissait pas d'un simple vernis télévisuel. Elle est le fruit d'un chagrin d'amour, d'une trahison, de l'apprentissage de l'immobilité lorsque la vie s'écroule autour de vous. Lorsque le public a vu Gayle King assise en face de R. Kelly et refusant de céder, elle avait déjà passé des années à apprendre comment tenir bon lorsque tout autour d'elle essayait de se défaire. Cette même vieille trahison a continué à résonner loin dans l'avenir même lorsque les gens pensaient que l'histoire avait été enterrée depuis longtemps. Dans 2016, William Bumpus s'est excusé publiquement des années après la fin du mariage, et ces mots ont de nouveau fait la une des journaux. Il a dit qu'il avait été hanté par son choix et a admis que ce qu'il avait fait avait changé leur vie à tous.
Il a félicité Gail pour sa grâce, sa force et la façon dont elle a protégé leurs enfants. C'était un rare moment public de la part d'un homme qui était resté silencieux la plupart du temps. Et cela a rappelé à tout le monde que certaines erreurs ne s'effacent pas avec le temps. Cependant, les excuses n'ont pas été la fin de l'histoire. Au lieu de cela, il a rouvert la vérité sous-jacente. Ce qui est arrivé à Gail dans 1990 n'était pas seulement une liaison, c'était une double trahison. Elle est venue de son mari et d'une femme qu'elle croyait faire partie de son cercle. Cette deuxième blessure a eu un effet différent. C'est la raison pour laquelle la confiance est devenue plus difficile après cela. C'est la raison pour laquelle elle a admis plus tard qu'il n'était pas facile de se faire de nouvelles amies. La liaison a fait mal, mais la fausse amitié a laissé une cicatrice. Malgré tout, Gail n'a jamais laissé cette cicatrice l'endurcir dans l'amertume. Elle a continué à déménager, à élever ses enfants et à construire sa carrière. Elle est restée prudente, certes, mais elle n'a pas laissé un moment terrible définir tous les aspects de sa vie. Avec le temps, ses enfants sont devenus des adultes accomplis, et la famille a trouvé le moyen de continuer à vivre. C'est important parce que cela montre le type de discipline et de contrôle émotionnel dont Gail a fait preuve bien avant que le reste du monde ne commence à la qualifier d'intrépide. Puis des années plus tard, un nouveau chapitre étrange est apparu. Fin 2025, de fausses images d'IA se sont répandues en ligne montrant Gail en mariée et suggérant même qu'elle s'était secrètement fiancée à un homme mystérieux. Les images semblaient suffisamment réelles pour tromper les gens au début et bientôt, elle a commencé à recevoir des messages la félicitant d'un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Ses propres enfants lui ont même demandé qui était cet homme. Gail a abordé la question publiquement avec humour, mais il y avait aussi quelque chose de triste sous la plaisanterie. Après des décennies d'intérêt public pour sa vie amoureuse, les gens continuaient à projeter un fantasme sur elle. Au moment où 2025 s'achève, Gayle King n'est plus seulement confrontée aux souvenirs de son passé, mais aussi à de sérieuses questions sur son avenir. Son contrat avec CBS doit prendre fin en mai 2026, et après plus d'une décennie passée à être l'un des plus grands visages de la télévision matinale, des rumeurs commencent à circuler sur le fait que le temps qu'elle consacre à ce rôle est peut-être sur le point de s'achever. Pour de nombreux téléspectateurs, cette idée était surprenante. Gail avait été une présence si constante à l'écran qu'il était difficile d'imaginer les matinées de CBS sans elle.